Oh, bon, c'est bien. Nous allons reprendre nos travaux, comme on dit. C'est Irène Rosier-Katache qui va présider cette partie de la matinée. Vous la connaissez bien maintenant, et notamment depuis le séminaire commun que nous avions tenu il y a quelques semaines. Et c'est d'elle donc qui va donner la parole à ces trois orateurs que nous apercevons. Ils vont s'exprimer de façon chorale. Le médiévisme est un film choral. Voilà. Ok. Donc, je suis très contente, très heureuse de présider cette séance où donc Madame Julie Brimberg va nous parler. Je croyais que c'était branché. Donc Julie Brimberg va nous parler des lieux de la logique. Donc Julie a depuis de longues années fait des travaux en histoire de la logique et de la sémantique, d'abord sur le début du XIIe siècle et ensuite avec un gros projet autour d'Albert le Grand et a travaillé sur la traduction des analytiques, tout en travaillant maintenant sur un projet l'Europe de la logique, pour laquelle il y a eu un colloque ici même et il y en aura un autre, sur l'histoire sociale de la logique et l'histoire de la noétique aussi dans d'autres travaux. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, qui pénètre aujourd'hui la maison logique médiévale trouve une construction complexe dont les extensions dépassent de très loin le bâtiment original que nous avaient laissé les pionniers de l'histoire de la logique. Chaque pierre a été pensée dans cette œuvre collective pilotée en France par un célèbre bâtisseur de théories et de pratiques intellectuelles, Alain de Libérin, et quelques-uns de ses complices ici présents. Il sera difficile d'en faire le tour, mais on peut d'ores et déjà être assuré que la maison a été laissée dans un état bien meilleur que celui dans lequel elle a été trouvée et qu'un nombre très significatif d'occupants sera nécessaire pour l'entretenir désormais. Une première conquête fondamentale a été de localiser une pièce introuvable de la demeure, une pièce cachée, dont nous avions perdu la clé, la logique du XIIIe siècle, sur laquelle un accent particulier sera mis aujourd'hui. On soulignera les avancées accomplies depuis les travaux pionniers d'Alain de Libérin et son appel à sortir le XIIIe siècle d'une situation de déficit logique et de trop-plein métaphysique, à comprendre dans sa cohérence médiévale ce que logique formelle veut dire, si tant est que ça veut dire quelque chose d'ailleurs, et à réévaluer la logique d'Albert le Grand, une pièce centrale du dispositif, bientôt rejointe par quelques grands noms tels Jean Lepage, Robert Kilwarby, Nicolas de Paris, Roger Bacon, les maîtres du modisme, des dizaines d'anonymes et de semi-anonymes, notamment Richard le Sophiste. Je précise, comme on l'aura déjà deviné, que je me limite ici au domaine latin, négligeant les progrès remarquables que la recherche récente a offert à propos des logiques syriaques, hébraïques, byzantines et arabes. Une seconde extension a été disciplinaire. Elle a consisté à faire de la logique hors de la logique, à faire de l'histoire de la logique hors de la logique, dans une configuration où la logique n'est pas appliquée à ces disciplines, mais partiellement inventée en elles. Ce fut le cas en théologie, en rhétorique et en grammaire, en droit et en médecine. On a pu ainsi parler de grammaire philosophique, scientifique et universelle, étudiée par tant de travaux d'Irène, une logique théologique si bien illustrée par Louisa Valente, qui parlera juste après, de logique juridique ou encore de logique morale, comme récemment proposée par Aurélien Robert. Une autre extension est allée du côté des pratiques logiques, avec la mise en valeur, aux côtés des pratiques d'enseignement déjà bien connues, des pratiques disputationnelles, sophismatiques et obligationnelles. Ainsi, une part importante du maniement du savoir, mise en relief par Olga Weyers, a été un maniement logicien des savoirs ou un maniement du savoir logique. Une autre corrélative de cette dernière a été textuelle. Aux dizaines de commentaires et traités de logique édités depuis quelques années s'est ajouté l'océan de la littérature sophismatique
notamment grâce au projet financé par l'Université de Genève sous l'égide d'Alain de Libera. Avec plus de 1000 sophismata répertoriés par Frédéric Goubier et Séné Bessen dans leur catalogue, certains atteignant parfois plus d'une dizaine de pages, et cela seulement pour le XIIIe siècle, un nombre significatif concernant également évidemment la grammaire. Avec le recadrage, en outre, avec le recadrage chronologique du premier terminisme, qui fait du XIIIe siècle un moment de mise en place et de systématisation de la doctrine et pas seulement un moment sumuliste, nous sommes désormais à la tête d'une très copieuse littérature logique pour le XIIIe siècle, où une diversité de genres littéraires et d'approches sont représentés. Un dernier aspect de l'état des lieux concerne la répartition géographique et institutionnelle, et c'est sur cette dernière question que je voudrais m'arrêter à présent, en me concentrant une nouvelle fois sur le XIIIe siècle, le moment où la logique envahit l'espace éducatif médiéval. L'exposé s'intéressera donc à l'histoire de l'éducation logique, plutôt qu'à un répertoire des innovations doctrinales et des grands logiciens déjà bien balisés. Je n'insisterai, faute de temps, que sur l'enseignement de la logique comme discipline propédeutique, encore que je ne suis pas entièrement d'accord avec ce terme, mais je pense qu'on se comprend de cette façon, laissant de côté l'histoire de la logique comme discipline transfacultative au sein des facultés dites supérieures, et négligeant complètement la question de la culture logique aristotélicienne, véhiculée par un cercle restreint d'une élite européenne de théologiens, ou encore, ce qui serait pourtant plus prometteur, comme il apparaîtra plus loin, l'intense acculturation des traditions logiques aristotéliciennes dont témoignent les cercles intellectuels juifs de l'Europe méridionale à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, non seulement dans l'enseignement des savoirs philosophiques, mais aussi dans l'exégèse biblique et les pratiques de la controverse. La question est alors, où était la logique dans les écoles de l'Europe médiévale ? Une première réponse facile qui comblerait mon cœur serait partout. Mais ce n'est pas si simple. Disons tout de même qu'elle va occuper des positions stratégiques et qu'elle aura tendance à étendre dangereusement son territoire au fil du Moyen-Âge, avant d'être contestée dans sa valeur pédagogique et son fondement anthropologique par les éducateurs médiévistes, avec des conséquences concrètes sur l'organisation des cursus, somme toute assez tardives, voire très très tardives, comme l'ont montré ce matin Jacob Schmutz et Alain de Libera, pour s'éteindre définitivement en 1960 avec la disparition de la logique du programme du baccalauréat et les conséquences que l'on connaît. On sait que la logique se propage dans les écoles du nord de l'Europe dès le XIe siècle et intensément au XIIe siècle. Son enseignement au XIIIe siècle correspond à ce que je propose d'appeler un modèle logique parisien, distinct de la configuration des écoles de dialectique du XIIe siècle et même des écoles parisiennes du tournant des XIIe et XIIIe siècles. Ce modèle, où l'enseignement de la logique domine dans l'éducation de base avec la grammaire dans la tradition de Priscien, dans l'éducation de base universitaire, se comprend également par contraste avec les modèles éducatifs alternatifs méridionaux et nord-cisalpins, dont aucun n'est un modèle logique, bien que la logique ne soit pas totalement absente des cursus en arts qui s'ancrent dans les facultés de médecine et de droit, en l'absence d'une faculté des arts. Je voudrais à présent me concentrer sur ce modèle logique parisien pour en suivre l'émergence, les diffusions et les transformations. Ce modèle consiste en une situation où la faculté des arts est dominée par la logique aristotélicienne, alliée dans une proportion moindre à une grammaire avancée et spéculative. Encore moins que dans les époques ultérieures, la faculté des arts n'est une faculté de philosophie, comme suggéré par Alain de Libera. Elle n'est pas même, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, une faculté des arts, mais une faculté de logique et, dans une moindre mesure, de grammaire spéculative. Dans une configuration, et là aussi j'y insiste parce qu'on en a déjà parlé ce matin, où la logique n'est pas vraiment, dans les pratiques intellectuelles, une partie de la philosophie, en dépit des divisions de la philosophie de l'époque. Rappelons que ce modèle se place dans une université juvénile où 80% du total des étudiants, soit 3000 individus au XIIIe siècle, appartiennent à la faculté des arts et sont des adolescents ou de très jeunes hommes, probablement entre 13 et 21 ans, encadrés par plus d'une centaine d'étudiants.
Ce sont là des chiffres et une organisation des savoirs unique en Europe. La domination de la logique à la faculté des arts dans la première moitié du XIIIe siècle a été reconnue en termes quantitatifs et qualitatifs de longue date. Elle se met en place au début du XIIIe siècle avec les interdictions de 1215 et le statut de les interdictions de 1210 et les statuts de 1215 où seule la logique et la grammaire sont mentionnées comme l'objet de leçons ordinaires obligatoires. Considérée dans son développement historique, cette réalité est nouvelle au regard de la période immédiatement précédente, où une grande pluralité de disciplines était enseignée dans les écoles d'art. Une amorce de philosophie naturelle, une solide étude des mathématiques appliquées et du quadrivium, la logique aristotélicienne bien entendu, une logique terministe naissante, une grammaire au visage varié, lexicographique, littéraire, positive et spéculative, et une rhétorique encore bien présente. Cette réalité nouvelle est le fruit d'un certain nombre d'évolutions convergentes, des évolutions sociales, politiques, institutionnelles, textuelles et intellectuelles bien connues, mais dont la signification pour l'histoire de la logique n'a pas été suffisamment mesurée. Mise en ordre des écoles et des savoirs, suite à l'entrée de la notion d'hérésie académique dans l'histoire de l'université, réinstitutionnalisation après la désinstitutionnalisation du XIIIe siècle, mise en place d'une norme pédagogique, selon l'expression de Jacques Verger, qui en fait l'essence même de l'université, et montée d'un paradigme aristotélicien des savoirs. C'est finalement la logique aristotélicienne, alliée à une grammaire philosophique appuyée sur Priscien, qui va d'abord tirer son épingle du jeu dans ce processus et être promue au rang de discipline universitaire principale au sein de la faculté des arts, au détriment des autres arts, qu'ils soient rétrogradés au rang de discipline secondaire à étudier les jours fériés, interdits comme la philosophie naturelle, ou encore relégués dans le silence des statuts comme la grammaire positive et la logica modernorum, en une hiérarchisation cette fois interne à la logique. Toute une série de disciplines artiennes bien vivantes et qui le resteront encore dans les décennies suivantes se trouvent officiellement marginalisées au sein de l'université naissante. Elles tiennent une place intermédiaire dans le monde des écoles, qui n'a pas disparu avec la naissance de l'université, comme l'ont rappelé John Ward, Anne Grondeux, Stanley Bessène et bien d'autres. Et dans une période où le terme maître et école ne se limitait pas à la signification statutaire et universitaire qu'ils acquierront progressivement au cours du siècle, notamment avec la subordination pour l'obtention de la licence de l'obtention du baccalauréat. La grammaire et la logique, c'est bien connu, occupent 90% du guide de l'étudiant de la faculté des arts dans les années 1230-1240 et 75% de l'autre guide que nous connaissons autour des années 1250. En dehors de la tradition parisienne, seules les écoles d'art d'Oxford, par leur développement précoce et important, ont été considérées dans la littérature comme un pôle d'enseignement de la logique susceptible de se comparer avec le cas parisien, voire de le concurrencer. Nous touchons là un thème qui a été abordé par Alain de Libera lors de la conférence l'année dernière et sur lequel il va revenir, donc je ne l'aborderai pratiquement pas. Je dirais simplement que la reprise du développement des écoles à Oxford après la fin de l'interdiction et de la suspension en 1214 correspond sans doute à un moment où le modèle logique parisien était déjà en train de se mettre en place à Paris. L'histoire de la logique à Oxford ne peut pourtant s'appuyer pour le premier XIIIe siècle ni sur l'histoire des statuts universitaires, qui sont très parcellaires, ni sur l'histoire de la faculté des arts, qui est inexistante, ni sur les programmes, qui sont plus tardifs, ni sur l'étude des manuscrits datables de cette époque, parce qu'il n'y en a pratiquement pas, et ni sur l'étude des textes logiques qui pourraient se situer dans cette période, dont la réalité, en ce qui concerne les commentaires à Aristote, est infime, par contraste avec le bouillonnement des commentaires à la philosophie naturelle, notamment dans l'école d'Adam de Bockenfield, qui permettent de reconstituer l'histoire que les statuts ne nous disent pas. Cette situation de dénuement documentaire pour le premier XIIIe siècle nous indique soit que l'institutionnalisation de l'enseignement de la logique à Oxford était faible, peut-être externalisée à Paris, ou dans les centres comme Lincoln, Hereford et Northampton, avec une spécialisation dans la philosophie naturelle interdite à Paris.
soit que l'indigence des productions de l'époque et ou leur surexploitation ait conduit à l'absence de conservation et ou destruction, soit que les recherches n'aient pas été assez poussées dans les fonds manuscrits, une explication n'excluant pas l'autre. Un sondage superficiel dans les catalogues et l'examen de quelques manuscrits m'ont pour l'instant conduit à une conclusion toujours négative pour le premier XIIIe siècle et sans doute un peu plus positive pour le second XIIIe siècle. L'identité franco-britannique du modèle parisien à sa naissance est toutefois incarnée par la forte présence des Anglais à Paris au moment où le modèle logique parisien se met en place, c'est-à-dire 30%, voire 50% pour la première décennie du XIIIe siècle et 30% pratiquement tout le long du XIIIe siècle. Il est traduit par l'existence même d'une nation anglaise dès les débuts de l'université, évidemment, et par le développement sans équivalent en Europe d'une université sur le modèle statutaire et intellectuel parisien dès le début du XIIIe siècle. Le modèle logique parisien est attesté à Oxford à partir de la moitié du XIIIe siècle, notamment avec le programme du baccalauréat de 1268, et il s'infléchit à la fin de la période considérée avec l'anglicisation du cursus logique, comme d'ailleurs de tous les autres cursus, mais je pense que l'anglicisation du cursus logique intervient un petit peu en amont. Après l'introduction de l'enseignement systématique de la philosophie naturelle à Paris dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, le modèle logique parisien évolue. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons pour simplifier, qu'il se matérialise au bout d'un certain temps, on va dire, par l'existence d'un cursus logique à l'intérieur de la faculté des arts incarné par le contenu du baccalauréat, qui est lisible dans les statuts de la nation anglaise en 1252, aux côtés d'une licence de philosophie et de logique détaillée par les statuts de 1255, selon une répartition pédagogique qui se lit encore dans le programme de 1366 et ensuite durant le reste du Moyen-Âge. La logique change aussi de sens en devenant une science rationnelle, un art de soi, l'instrument de la perfection de l'intellect, passant de la logique naturelle à la logique artificielle. Le modèle logique parisien est plus ou moins présent avec des disparités et des évolutions notables dans les universités organisées sur le modèle parisien à Oxford et à Cambridge, puis, là encore avec de grandes différences, dans les universités du nord et de l'est de l'Europe qui seront créées à partir du milieu du XIVe siècle. Et là, je ne parlerai pas aujourd'hui de Toulouse, de Palencia ou de Salamanque, parce que par manque de temps, qui ont été fondées ou refondées parfois sur le modèle parisien. Inversement, comme on peut le lire, il se diffuse aussi, par le biais de la circulation des populations universitaires, comme l'indiquent les études sur la provenance géographique des étudiants et maîtres parisiens, essentiellement françaises, nord-européennes, un phénomène encore plus clair pour la faculté des arts qu'elle ne l'est pour l'ensemble de l'université. Inversement, comme on peut le lire dans les études de Ronald Witt, Robert Black, Jacqueline Rucqua, Nancy Sairesi, Carla Frova, Jacques Verger et bien d'autres, aucun des modèles éducatifs méridionaux en Espagne, en Italie, en Languedoc, en Provence n'est concerné par ce modèle, qu'il s'agisse du contenu de l'enseignement dans les écoles cathédrales, dans les écoles urbaines, privées ou communales, ou des arts dans les universités, intéressés principalement à la grammaire et à la rhétorique, avec un enseignement de la logique aristotélicienne assez balbutiant jusqu'au XIVe siècle. La faiblesse des flux des étudiants méridionaux vers Paris, surtout en ce qui concerne la faculté des arts, a été également bien établie. Le modèle logique parisien se perfectionne, se radicalise et se diffuse dans toute l'Europe dans ce que je propose d'appeler un modèle logique mendiant, et c'est sur ce dernier point que je voudrais conclure. Le système éducatif dominicain, dans cette histoire, a joué un rôle pionnier. Le premier signe en est simplement, c'est un petit peu comme le nez au milieu de la figure, que le terme Studium Artium veut dire école de logique chez les dominicains et ne concerne que la logique qui sera toujours enseignée à part de la philosophie naturelle jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mon propos se limite donc aujourd'hui aux dominicains, bien que de nombreuses similarités existent avec les franciscains, puis ensuite, plus tard, avec les autres mendiants. Le modèle logique mendiant,
se fixe ainsi dans une formule stable au Moyen Âge, dans des studia artium dont l'enseignement de la logique s'est délesté de la grammaire spéculative, s'est systématisé et étendu, tout en assumant un rôle social élargi, au-delà de l'élite des futurs lecteurs et théologiens envoyés dans les studia generalia. En dépit de l'absence d'une obligation d'études et de diplôme en art pour obtenir un grade à la faculté de théologie de Paris, qu'il s'agisse des séculiers ou des réguliers d'ailleurs, et en dépit de l'importance cruciale du cursus théologique non diplômant des futurs lecteurs dans le système éducatif mendiant, les dominicains créent des écoles spécialisées de logique à partir des années 1240-1250 dans les provinces méridionales. Ils leur donnent à un niveau général en 1259, presque 50 ans avant de le faire pour la philosophie naturelle, et l'implantent ensuite dans toutes les provinces. Radicalisant et transformant le modèle parisien, ils inventent un système de progression pédagogique inédit de la logique aristotélicienne élémentaire sous l'espèce d'une version tronquée non terministe des Tractatus, aux cours avancés à un niveau théologique, en passant par les studies spécialisés de logique. Et ils rendent obligatoire, à partir de 1305, 3 années de logique avant même de pouvoir commencer des études philosophiques, puis des études théologiques, dans un système de contrôle à l'entrée des études théologiques qui n'a pas d'équivalent à l'université, qui n'en aura jamais, même à Oxford. En outre, dans tous les espaces méridionaux où l'enseignement de la logique aristotélicienne est fantomatique, pour reprendre l'expression de Robert Black en ce qui concerne l'Italie, quels que soient les lieux de savoir considérés, les dominicains apparaissent comme des pionniers de l'éducation logique. On compte, pour prendre quelques exemples très significatifs, une dizaine d'écoles de logique et environ 60 étudiants par an. Donc vous imaginez ce que ça peut produire dans la province de Rome, dans le dernier quart du XIIIe siècle. Et les chiffres continuent, même après la partition de la province de Rome avec celle de Naples. Une dizaine d'écoles avec encore 60 étudiants par an dans la province de Provence dès les années 1270, et encore pas moins de 21 écoles de logique en Espagne à la fin du XIIIe siècle, dans une province qui ne comptait en tout que 43 couvents, ce qui est absolument considérable, comme l'a souligné Alfonso Mayero. L'impact du modèle logique mendiant se fait également sentir sur les universités méridionales à la fin de la période considérée. Le programme logique dominicain est attesté en 1221, mais nous savons qu'il existait plus ou moins sous cette forme et dans tout l'ordre dès la fin du XIIIe siècle, notamment avec l'institutionnalisation de l'enseignement des Tractatus comme manuel de logique aristotélicienne élémentaire, une réalité qui est inédite à Paris et à Oxford d'ailleurs. Enfin, pour ce qui concerne les traités de la Logica Modernorum, concernés bien entendu pas pour le Tractatus. Ce programme permet d'éclairer, par exemple, le programme de Toulouse de 1309, comme le suggère d'ailleurs la présence massive des mendiants dans la commission présidant à la réforme de l'enseignement des arts. Il semble plus que probable que le programme toulousain de logique ait suivi le programme dominicain des arts, seul modèle disponible en réalité dans la région. Et il est fort possible qu'on puisse en dire de même un peu plus tard de celui de Bologne, qui est connu seulement pour le début attesté pour le début du XVe siècle, mais qui était probablement en place au début du XIVe siècle, où une structure similaire s'observe, ou encore à Florence, qui est calqué sur celui de Bologne. Le système éducatif mendiant opère ainsi une méridionalisation du modèle logique parisien par la mise en place d'un réseau serré d'écoles de logique dans tout le sud de l'Europe, puis au début du XIVe siècle, par sa valeur de modèle pour le développement de l'enseignement de la logique dans les universités méridionales. Il représente ainsi le véritable vecteur de la diffusion européenne et homogène de la culture logique représentée par le modèle parisien, dans une version radicalisée et systématisée, tirant le plus grand profit de l'attelage de la logique et de la théologie spéculative et morale, et dans une certaine mesure de la pastorale pour une fraction de fratres communes. La question, pour conclure, la réponse à notre question initiale serait donc en première approximation
L'enseignement logique universitaire est géographiquement dans le nord et dans l'est de l'Europe, là où l'université de Paris recrute et fait des émules. Institutionnellement, elle est, au moins autant que dans les facultés des arts, dans les studia mondiaux, un lieu d'enseignement qui lui permet de se diffuser dans toute l'Europe et de se méridionaliser à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. La maison logique médiévale acquiert ainsi une nouvelle extension aux dimensions considérables. Sa signification porte à la fois sur l'histoire de la logique et ses espaces, sur le rapport entre savoir logique, philosophique et théologique, et sur l'histoire de la valeur normative de la discursivité logique, ce que certains, ce que je me refuse à faire, appellent la méthode scolastique. Merci.